Jean-Louis Gauthier, vous avez reconnu qui était à la mandoline, votre ami Robert Crumb. C'est ça. Les primitifs du futur. D'ailleurs, oui, on peut parler des primitifs du futur pour évoquer Harvey Pekar et son ami Robert Crumb. Donc vous avez décidé de sortir en France cette anthologie, on peut appeler ça comme ça, une anthologie de la collaboration entre Harvey Pekar et Robert Crumb, Harve et Bob. C'est ça, c'est tiré de différentes histoires que Harvey Pekar a écrites tout au long de sa vie dans sa propre revue qui s'appelle American Splendor. Et il a réalisé une anthologie de toutes les histoires qu'il avait faites en commun avec Crumb. C'est-à-dire les années 70, pour aller très vite, de 72 à 83. Voilà, donc nous, étant donné qu'on travaille à éditer l'œuvre de Crumb en français depuis maintenant pas mal d'années, on s'est occupé de traduire cette anthologie, sachant que les autres histoires d'Harvey Pekar, avec d'autres dessinateurs, sont en partie publiées chez Ça et Là, qui est un autre éditeur, un camarade, et que c'est disponible. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Alors, pourquoi avoir choisi de traduire que la collaboration avec Robert Crumb, puisque Harvey Pekar a travaillé avec d'autres dessinateurs? Parce que les éditions Ça et Là, qui sont quand même des copains avec qui on discute régulièrement des projets qu'on peut avoir, avaient émis le souhait de publier Pekar. Donc on s'est mis d'accord pour que nous, on puisse continuer à avoir une cohérence dans la publication des œuvres de Crumb, que ça puisse rentrer dans la collection, et que lui puisse, malgré tout, faire le livre qu'il avait envie de faire. Donc il a même repris quelques histoires de Crumb dans sa propre anthologie d'American Splendor. Ça paraît un peu compliqué, mais voilà, c'est des formats différents en plus, c'est des raisons amicales. Voilà, pour des raisons amicales. Alors, il faut juste noter que c'est la traduction et l'adaptation de Jean-Pierre Mercier et Jean-Paul Janquin pour ce Harvey et Bob. On vous a eu au téléphone, Jean-Louis Gauthier, à la mort d'Harvey Pekar, et vous sembliez vraiment très touché par la disparition d'Harvey Pekar. Oui, je le suis encore d'ailleurs. C'est une grande frustration de ne pas avoir pu... Le connaître, vous voulez dire peut-être, le connaître, oui, bien sûr, mais surtout de ne pas avoir eu le temps de lui donner le livre fini, que ça s'est passé, c'est à 2 semaines près, et c'est très dur, très très dur. Mais la version américaine est sortie en 96. Nous, ça nous a pris du temps pour le faire, d'une part parce qu'il y avait auparavant la priorité, c'est de faire reconnaître Crumb à nouveau en France, puisque quand on a entrepris de le publier, il était considéré presque comme un auteur ringard. Ça peut paraître fou, mais c'était le cas. Et évidemment, il y avait des volumes par lesquels il fallait commencer prioritairement. Donc ça faisait partie des projets, et ça a longtemps été retardé parce que les documents d'American Splendor, les documents disponibles, étaient de très mauvaise qualité, et les originaux étaient éparpillés un peu partout. Donc on en a retrouvé le maximum, et ensuite il a fallu restaurer les pages dont on n'avait pas ni de films, ni d'originaux. Et tout ça, évidemment, vous l'imaginez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, en lisant justement cette anthologie, on se rend compte comment Harvey Pekar a été à un certain moment très à la mode, et comment très vite, comme vous venez de le dire, il a été considéré comme ringard. Mais s'il fallait parler justement de ce scénariste, en quoi Harvey Pekar a-t-il révolutionné la bande dessinée américaine en faisant introduire le réel, ses chroniques, c'est-à-dire la vie morne qu'il avait dans sa ville Cleveland, donc une ville industrielle touchée par toutes les crises. C'était lui le premier à avoir introduit cette dimension qu'on connaît ici très bien, puisque très présente dans la bande dessinée française et européenne. Je sais pas, il avait c'était un des premiers auteurs à pratiquer l'autobiographie de façon aussi frontale. Et avec cette particularité qu'il ne dessinait pas lui-même, et que donc il faisait illustrer par ses amis dessinateurs ses scénarios tirés de sa propre vie. Mais il avait un ton, une chanson. Il y a une chanson Harvey Pekar assez étrange qui peut faire penser au blues, une façon de considérer le quotidien comme quelque chose d'à la fois tragique et merveilleux, de façon presque simultanée. Il avait aussi un recul sur lui-même, un commentaire sur ses propres histoires dans les scénarios qu'il écrivait,
qui était, je pense, assez original à l'époque et qui a inspiré beaucoup d'auteurs de la nouvelle école américaine comme Joe Sacco, les frères Hernandez avec lesquels il a travaillé d'ailleurs. Probablement même que ça a dû avoir eu un impact sur Crumb lui-même. En tout cas, quand j'en avais parlé avec Crumb, il avait sous-entendu ça. Et qu'est-ce qui attirait Crumb dans l'univers d'Hervé Pécard, outre leur goût de la musique, leur manière complètement maniaque de collectionner des vieux disques, d'apprécier la même musique. Pourquoi Robert Crumb a-t-il été attiré par Hervé Pécard, lui qui a quitté justement Cleveland pour aller vivre autre chose et fuir la monotonie de cette ville triste quand même? Ouais, je suis jamais allé à Cleveland, mais ça n'a pas l'air fameux, effectivement. Mais là encore, je crois que c'est une histoire d'amitié. C'est Crumb qui a poussé Pécard à écrire des histoires. Après, tout ça a pris corps dans une époque qui était donc la fin des années 60, début 70, où il y avait une scène underground qui méritait de porter le nom d'Underground, donc assez peu exposé au public et en même temps très libre dans les rapports que les gens pouvaient avoir les uns les autres. Crumb avait beau être une star, ça restait quelqu'un d'ordinaire, proche des autres. Et donc voilà, les choses se passaient de façon assez amicale. Et c'est comme ça que Pécard est venu à la bande dessinée. Est-ce qu'on peut dire que Daniel Klaus, puisque vous éditez aussi Wilson en même temps, qui nous arrive très très vite, puisqu'il est sorti qu'en avril aux États-Unis, où on retrouve, j'allais dire, la patte d'Hervé Pécard, à moins que ce soit le fait qu'il nous ait quitté cet été qui fait qu'il est toujours en tête et qu'on ne l'oublie pas, mais il y a cet humour toujours suspendu entre tristesse et désespérance, le fait aussi de tout raconter en passant par le monologue. Oui, alors Wilson, déjà, je pense qu'effectivement, Klaus est un fan d'Hervé Pécard et de Crumb. Il s'est toujours réclamé du travail de Crumb, en tout cas pour creuser son inspiration, ses propres pistes. Et avec Wilson, c'est un exercice de style très particulier puisqu'il prend un personnage profondément déplaisant, qu'il a voulu le plus déplaisant possible. En gros, on va dire un connard, pour parler très simplement, qui est arrogant, hâbleur, qui apostrophe les gens dans la rue, qui est extrêmement nombriliste, prétentieux, ridicule à la fois. Et par des petites scénettes d'une page qui sont construites comme des gags mais qui n'en sont pas forcément. Il choisit de raconter la vie de ce personnage sous ses aspects psychologiques les plus divers. Et il nous amène à trouver cet abruti, qui nous est présenté comme un abruti, tantôt touchant, tantôt très proche de nous, tantôt même nous ressemblant beaucoup trop, jusqu'à aller parfois même dans des choses absurdes ou presque décalées. C'est très 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 curieux l'exercice de style. Wilson, Daniel Klaus, et on va terminer par le Charles Burns, Toxique. Et puis bravo Cornelius, puisque nous allons l'avoir en même temps que les Américains, sinon un peu quelques jours avant. Sur Burns, donc qui avec Toxique règle le vieux compte qu'il a vis-à-vis d'Hergé et Tintin. Oui. Ça enfin il y arrive, c'est sa première bande dessinée en couleur et il s'appuie normalement sur l'étoile mystérieuse pour faire son nouveau récit. Ouais. Je veux dire qu'il y aura une exposition vente, ce qui est extrêmement rare concernant Burns, à la Galerie Martel, à partir du 17 novembre. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de vente d'originaux de Burns depuis 20 ans. Voilà, alors s'il fallait dire, alors juste un mot sur cette aventure Toxique. Vous avez parlé effectivement de Tintin, d'Hergé, on peut parler aussi de William Burroughs, ou pour se rapprocher d'ailleurs du monde de Nadja, le fait qu'il utilise des chemins entre le rêve et le réel. Avec bonheur d'ailleurs lui aussi. On est là vraiment, il fait la synthèse avec ce livre qui est le premier d'un diptyque de toutes ces obsessions depuis le début qui sont évidemment Burroughs,
RG et aussi la scène punk, l'usage des drogues, même si c'est un garçon très très clean, je tiens à vous rassurer Toufik. Toxic, Charles Burns, Wilson, Daniel Clowes, et puis le Harve et Bob, c'est chez Cornelius, la rentrée américaine chez Cornelius, qui continue à éditer des auteurs français à suivre de près.